Merci infiniment. Vous êtes venus, si j'ai bien compris, nombreux. Vous êtes venus bien plus nombreux qu'on me l'avait prédit il y a de cela quelques mois, lorsque nous avons décidé ensemble de créer à Lyon, c'était très exactement le 9 mars dernier, la Convention. On me disait que vous aviez disparu, que vous étiez tout juste bon à figurer sur les photos couleur sépia d'une époque désormais révolue. On vous raillait au motif que vous aviez décidé de résister à l'air du temps, à la violence qui monte, à la démagogie qui s'enquiste et à la confrontation de tous contre tous que certains s'emploient à vouloir instaurer au cœur de notre pays. Mais moi, je vois que vous êtes là, que vous êtes bien là, et je dois vous le dire du fond du cœur, vous me faites plaisir d'être venus si nombreux. Vous me faites plaisir parce que vous êtes venus de tous les points du territoire où j'ai pu me rendre au cours des dernières semaines, avec ce bonheur incommensurable de venir à votre rencontre pour parler de la France, pour évoquer ses défis, pour parler des enjeux qui se présentent à nous et constater qu'auprès de vous, on trouve toujours la force d'aller de l'avant, de trouver des idées nouvelles, d'imaginer de nouveaux chemins pour essayer de faire en sorte que notre pays se rehausse, qu'il grandisse, qu'il affronte les défis auxquels il est confronté. Mais vous n'êtes pas venus seuls, vous êtes venus aussi avec des amis, vous êtes venus aussi avec quelques-unes des figures emblématiques de ce que nous voulons représenter, du discours que nous voulons tenir. Je pense à tous ces magnifiques leaders de la gauche européenne qui se sont exprimés avant cette séquence et que je veux remercier du fond du cœur. Martin Schulz, Elio Di Rupo, Enrico Letta, François Hollande, qui chacun, dans leurs responsabilités, ont su si magnifiquement incarner une vision de l'Europe que nous avons en partage. Martine Roure, Hélène Geoffroy, Carole Delga, qui ont dit à quel point il était fondamental pour nos territoires d'avoir une Europe forte d'elle-même. Mais je voudrais aussi saluer deux personnes dont la présence symbolique me touche particulièrement. L'épouse de Michel Rocard, Sylvie Rocard, ici présente. À ceux qui parfois me disent qu'il faut commencer par rassembler son camp, le mitterrandiste orthodoxe que je suis, en vous accueillant ici, fait la démonstration qu'il a depuis longtemps entendu la leçon. Et puis je veux saluer également la présence des petits-enfants de Pierre Bérégovoy, de sa petite-fille. Pierre Bérégovoy, un grand Premier ministre, un homme honnête, un homme qui a donné toute sa vie à l'action publique et qui restera gravé dans nos mémoires comme l'un des grands socialistes. Chers amis, chers camarades, il m'arrive d'entendre certains dire que collectivement, vous constitueriez, nous constituerions une impasse. Mais devant moi, ce n'est pas une impasse que je vois. C'est une avenue large, pour ne pas dire un boulevard, peuplé d'hommes et de femmes dont le cœur est rempli d'espérance. Vous êtes déterminés à faire entendre, pour reprendre la très belle expression de François Mitterrand, le discours que les peuples du monde ont appris à aimer de la France. Et par votre détermination, c'est la gauche de gouvernement qui change la vie, que vous cherchez à faire revivre, que vous cherchez à faire renaître. La France, vous ne la concevez pas autrement que brandissant l'étendard de son universalisme et revendiquant avec force le refus absolu de l'injustice et de la haine de l'autre. Vous êtes d'abord et avant tout, je le sens, je le sais, d'ardents républicains et vous ne voulez pas que notre pays cède
quoi que ce soit à son attachement irrépressible à la fraternité. Nous sommes donc ici, d'abord parce que nous aimons la France et parce que nous nous faisons de son destin et de ses devoirs une certaine idée. Oui, cette idée de la France, nous ne voulons pas la voir abîmée, nous n'accepterons pas de la voir abaissée. Nous redoutons que les calculs cyniques de ceux pour lesquels la politique consiste à prendre immédiatement son bénéfice sur le tapis vert ne finissent par ruiner la confiance sans laquelle il n'est pas d'espérance possible. Mieux que quiconque, nous savons que la politique ne saurait se réduire à une affaire d'appareils à conquérir ou à agréger ou de segments de la société à ramener à soi, comme autant de clientèle avec pour objectif d'assouvir on ne sait quelle ambition personnelle. On ne peut susciter de nouveau l'espérance en demeurant enfermé dans des espaces dont l'air est depuis trop longtemps vicié par la somme des ressentiments accumulés au fil du temps. Il n'y a pas non plus de meilleur moyen pour rétablir la confiance que la sincérité des convictions. Oui, la sincérité des convictions forgées par l'expérience. Et pour être sincère, croyez-moi, il n'y a pas de chemin plus sûr que celui de la liberté la plus grande, celle des êtres désintéressés qui s'engagent pour des causes qui dépassent les ambitions et les destins personnels. En créant la Convention, nous avons pris notre risque, celui d'écrire une nouvelle page de notre histoire commune et d'affronter l'ère du grand large pour dire ce que nous sommes collectivement par-delà nos appartenances partisanes, en apportant la démonstration à chaque instant que nous avons pleinement conscience des défis de notre époque, des erreurs à ne pas reproduire, mais aussi du nécessaire rassemblement des Français. Oui, le rassemblement des Français. Lorsqu'on me parle d'union de la gauche, je réponds d'abord rassemblement des Français, non pas parce que je ne suis pas attaché à l'union de la gauche. L'union de la gauche a été le combat, comme pour beaucoup d'entre vous, de ma vie. J'y suis attaché viscéralement. Comme vous, je la désire ardemment. Comme vous, j'ai conscience qu'elle est la condition du retour de la gauche au pouvoir. Mais parfois, les chemins empruntés pour la réaliser ne peuvent en aucun cas contribuer davantage à fracturer une nation déjà si éprouvés, ceux qui ont la tentation de la stratégie, de la confrontation sur tout et à chaque instant, ne réaliseront, croyez-moi, ni l'unité de la gauche, ni l'unité de la France. La seule unité qu'ils parviendront à réaliser est celle de l'extrême droite et de la droite extrême, au plus grand détriment des Français. Et c'est aussi parce que nous sommes conscients de cette impasse funeste que nous avons créé la Convention, parce qu'il y a, et vous le sentez bien, et c'est la raison pour laquelle vous êtes venus si nombreux, un sort à conjurer, une victoire à rendre possible pour la gauche et les forces humanistes face à notre seul adversaire, le Rassemblement national. Notre récit, nous voulons le voir porté par notre langue. C'est en effet par notre langue que les Lumières furent peu à peu diffusées à travers le monde, et avec elles, ce qu'il faut bien appeler l'universalisme français. Cette langue, la nôtre, n'est pas une langue momifiée, non, elle n'est pas une langue morte. Elle est au contraire une langue bien vivante, elle qui contribua, Michael le disait à l'instant, avec talent, à notre rayonnement, en donnant vie à notre culture et à nos œuvres. Depuis Villers-Cotterêts jusqu'aux musiques urbaines, en passant par Vigny, Baudelaire, Hugo, Apollinaire et tant d'autres. Éric Orsena, qui nous avait rejoints et qui est présent ici cet après-midi, lorsque vous mettez cette langue au service de la poésie, de la prosodie, de nos rêves, dans Grand Amour ou dans l'exposition universelle, vous contribuez à faire rayonner notre pays et vous nous rendez fiers de ce que nous sommes, parce que nous sommes fiers de notre littérature, des œuvres de l'esprit, de tout ce que la France a pu emporter avec elle, de créateurs, de créations, de grandes œuvres. Marc Minkowski, grand chef parmi les grands chefs de votre génération, lorsque vous allez, et vous êtes ici présent,
à la Bibliothèque nationale pour exhumer dans ses archives les partitions des plus grands musiciens du grand siècle, Lalande, Campra, Lully, Marc-Antoine Charpentier, et que vous nous les donnez à entendre, et à entendre les récits d'opéra dans tous les théâtres du monde. C'est cet esprit français, c'est cette langue que vous honorez, et merci pour le faire, merci pour contribuer au rayonnement de notre pays. Jérôme Deschamps, qui est avec nous, grand metteur en scène, lorsque vous jouez l'avare sur les scènes des théâtres parisiens, en nous donnant à redécouvrir ce magnifique langage molièresque fait d'ironie, de distance, de causticité, de drôlerie, d'espièglerie, c'est l'esprit français aussi que vous diffusez. Et Serge Moati, lorsque vous réalisez il y a de ça quelques décennies la mise en image du très beau roman de François Mauriac, Le Sagouin, c'est l'émotion que vous convoquez à la fois par l'image, par le texte, par les œuvres de l'esprit. C'est cela la France. C'est cette langue culture. C'est cette langue culture pour un monde multipolaire. Et cette langue culture pour un monde multipolaire, on peine, hélas, à en entendre l'écho dans le débat public. Et plus grave encore, à identifier la trace qu'elle laisse dans une pensée politique que nous voudrions toujours à la hauteur de notre grande histoire. La France que nous aimons ne se résume pas non plus à une géographie immobile. Elle se révèle à travers des paysages vivants, en métropole et dans les Outre-mer. Nos littoraux, nos montagnes, nos campagnes, nos villes et nos quartiers innovent partout et se transforment, même si un urbanisme sans vision, sans amour, les a trop longtemps marqués de son uniformité de béton et d'asphalte. Langue et lieu. La France est aussi une idée, portée par des valeurs et des principes. Il nous faut les évoquer sans trêve ni pause pour ce qu'ils sont, mais aussi pour ce qu'ils ne doivent surtout pas devenir. La liberté ne sera jamais pour nous, socialistes, l'individualisme. L'égalité ne sera jamais pour nous, socialistes, hommes de gauche, humanistes, l'uniformisme. La fraternité n'est pas le communautarisme, la laïcité n'est pas le matérialisme et l'universalité n'est pas le globalisme. Ces repères fondent notre nation républicaine, patrie de citoyens et non de consommateurs, réductible en catégories socio-professionnelles, explicable en data ou quantifiable en parts de marché. Les valeurs françaises sont des valeurs humaines. Elles ont contribué au fil des siècles à forger un humanisme dont l'ambition n'a cessé d'être universelle. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Il ne dit pas que ce privilège serait l'apanage d'un peuple ou d'un pays. Il ne dit pas que ce serait le monopole d'une nation. Non, il déclare un principe pour tous, un principe pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi la douleur des peuples, partout dans le monde, le peuple ukrainien victime de la barbarie, des atrocités commises par l'armée de Poutine, les peuples victimes de la famine en Afrique, d'un tremblement de terre, d'un ouragan, de la dictature, cette souffrance-là est aussi la nôtre parce que nous sommes porteurs de l'universalisme français. Et de la même manière, lorsque la France est frappée, comme cela fut le cas en 2015, au moment où nous avons dû subir dans notre chair les attentats terroristes qui ont plongé tout notre peuple dans le chagrin. À ce moment-là, nous avons vu, par l'initiative que vous avez prise, cher François Hollande, tous les dirigeants du monde venir à nos côtés à l'occasion de cette grande manifestation du 11 janvier, où nous avons senti tous les dirigeants du monde, comme s'ils emportaient avec eux leur peuple, dire leur solidarité avec l'universalisme dont nous sommes les tenants et les dépositaires. Pour ces valeurs dont la Révolution française a fait don au monde, on est venu ici depuis des générations, pas seulement pour vivre mieux d'un travail ou d'un logement, mais surtout pour éprouver le respect du droit et celui de la dignité humaine. Ouverte sur le monde, confiante dans son avenir, la France est donc aussi une idée. Elle ne saurait se réduire à une identité figée, en quête d'un âge d'or fantasmé. L'idée de la France, elle est collective, elle est morale,
Elle est aussi un lien personnel et initial. Ma France, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, écrivait Jean Ferrat. Chacun, chacune d'entre vous accueille en lui profondément, intimement, cette part de la nation. Mais c'est aussi par l'expérience d'une vie, et chacun y est allé cet après-midi du récit de la sienne, que chacun contribue à faire battre le cœur de notre pays. La mienne puise au souvenir de parents installés dans l'Oise, après avoir quitté l'Algérie sans aucun autre patrimoine que le souvenir d'un ciel parfait et pur et d'un soleil étincelant. J'ai été élevé dans le Valois nervalien et aussi dans la torpeur de l'été, dans la fournaise nîmoise, où je découvrais les romans de Mauriac et quelques autres qui m'arrachaient à l'enfance. La France, pour moi, je vous le dis de fond du cœur, parce que c'est cela qui m'a construit. Ce fut d'abord l'école publique et laïque à Creil, où mon père était instituteur. En utilisant le temps de ses loisirs, pourquoi ? Pour faire croître le Parti socialiste, créé à Épinay en 1971 par François Mitterrand. Nous habitions un petit logement de fonction dans une école primaire au cœur des quartiers sensibles de Creil. Ce n'était pas facile. Il y avait dans ces écoles des enfants qui avaient pour seul point commun d'être tous issus de milieux extrêmement modestes. Tous les restes les différenciaient, leur appartenance religieuse, l'appartenance philosophique de leurs parents, les convictions qui pouvaient être celles de leurs parents. Mais lorsque le samedi après-midi, dans la cuisine familiale de ce petit appartement, les enfants les plus en difficulté venaient pour que mon père, alors que l'école était terminée, continue à transmettre les savoirs, c'était une certaine conception de la République et de l'école de la République que je voyais vivre sous mes yeux, celle de l'égalité des chances, celle des enfants qu'on ne laisse pas sur le bord du chemin, celle du maître hussard noir de la République qui donne tout son temps, qui donne toute sa vie pour passer les savoirs, pour transmettre les connaissances et qui, à la fin, a pour satisfaction supérieure à toutes les autres de voir les enfants progresser et les parents venir, après ces séances, remercier le maître pour le travail accompli, s'enquérir du fait de savoir si les enfants s'étaient bien comportés, et s'ils ne s'étaient pas bien comportés, il ne serait venu alors à l'esprit d'aucun des parents de remettre en cause l'autorité du maître. Il était remercié, et c'est l'autorité des parents qui venait s'ajouter à la sienne. Alors, pour dire quel était le sens des choses et les valeurs à partager, voilà ce que fut cette enfance, cette jeunesse. Elle me guide encore aujourd'hui. Puis, bien entendu, Octeville, Cherbourg, puis Cherbourg, Octeville. Vous êtes là, je le sais, avec des habitants qui m'ont renouvelé leur confiance pendant plus de 20 ans. Alors, comme vous le savez, nous sommes un pays démocratique. Donc, pour que la confiance soit renouvelée pendant plus de 20 ans, il faut être quelquefois candidat aux élections. Sinon, je peux vous assurer, ça marche beaucoup moins bien. Et j'ai donc été 12 fois candidat aux élections dans le département de la Manche. Et tout ce que j'ai conquis comme candidat, je l'ai conquis sur la droite. Lorsque je suis arrivé en 1995 à Octeville, les socialistes s'étaient divisés, il fallait récupérer la ville, je les ai unis, je suis allé au-delà, j'ai emmené avec moi toute la gauche et nous avons gagné au premier tour avec près de 60% des voix. Vous vous en souvenez, ceux qui étaient avec moi à l'époque dans ce combat. Lorsqu'en 1997, il a fallu aller aux élections législatives, tout était difficile, me disait-on, les chances de gagner étaient faibles, j'y suis allé quand même, et j'ai battu l'ancien patron de la direction de la sécurité du territoire, sous la droite. Je vous laisse imaginer quelles pouvaient être les méthodes de campagne, nous les avons affrontées, nous avons gagné, c'est sur la droite que nous avons conquis à ce moment-là le siège de député. Lorsqu'en 2004, il a fallu partir aux élections régionales comme tête de liste dans le département de la Manche, on y est allé, on a fait une large union et nous avons gagné la région qui avait été de toute éternité à droite,
contre la droite avec fierté. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui lui prend de nous faire cet inventaire ici à Créteil cet après-midi ? Bien, il m'arrive d'entendre certains dire que j'aurais à l'égard des élections une prévention naturelle. J'ai été élu 11 fois, candidat 12 fois. J'aimerais que ceux qui m'interrogent sur mes appétences avec la bienveillance que l'on sait me délivrent leur palmarès électoral. Et comme vous êtes ici nombreux, et que je sais que ça restera entre nous, si vous croisez ceux-là dont je parle, qui ne sont visiblement pas trop inquiets que je puisse de nouveau être candidat à des élections, mais qui semblent au contraire redouter que je puisse l'être à leur place, dites-leur bien une chose, c'est que quand on a été candidat 12 fois à une élection, rien dans le code électoral n'empêche qu'on le soit une 13e fois. J'avais peur de vous faire de la peine en vous faisant cette confidence. Mais je constate que ce n'est pas le cas. Donc j'en rajoute un peu. Vous pouvez compter sur ma détermination en toutes choses, puisque nous sommes engagés dans cette aventure. Vous pouvez compter sur ma détermination pour une raison très simple. C'est que je n'ai été l'élu que d'un territoire, le département de la Manche. Tous ceux qui donnent des leçons de gauche ont parfois été élus de tous les parlements après avoir sillonné tous les territoires, en ayant abandonné tous les électeurs. Et ils nous donnent des leçons de gauche. Je n'ai pas à en recevoir de leur part. Je n'ai été l'élu pour ce qui me concerne que d'un territoire, la Manche. J'aime profondément cette terre de Normandie où l'on mesure partout où le regard se porte. La puissance maritime de la France, sa tempérance, mais aussi combien compte son industrie, à quel point le choix de l'énergie nucléaire contribua à notre indépendance énergétique. Cette ville industrielle où l'on sait que le travail a de la valeur et où la production magnifie les savoir-faire humains, fut pour moi cette pyramide posée sur sa pointe, comme aimait à le dire François Mitterrand, cette parcelle de terre provinciale où la légitimité prend sa source. Enfin, aimer la France, c'est aussi la servir. Et c'est servir l'État, garant de l'intérêt général et des grands principes qui font ce que nous sommes en tant que nation. Dans les responsabilités exercées au ministère des Affaires européennes, au ministère du Budget, puis à Matignon, j'ai pu mesurer ce que cela signifiait. Ce fut pour moi un très grand honneur de pouvoir servir mon pays. Et je n'oublierai jamais, c'est ma loyauté, c'est aussi mon honneur, qu'il a fallu la confiance de François Hollande, dont l'action pour le redressement de notre pays doit être saluée, pour qu'il me soit donné de vivre cette expérience. Mais, mon cher François, jamais je n'ai ressenti aussi intensément l'idée de la France à aimer et à protéger que dans mes fonctions de ministre de l'Intérieur, quand notre pays, à Montrouge, à Nice, à Saint-Quentin-Fallavier, à Magnanville, à Saint-Étienne-du-Rouvray, fut attaqué par la barbarie terroriste, par une idéologie, l'islamisme, qu'il faut bien qualifier pour ce qu'il est, c'est-à-dire un totalitarisme abject, la défense et l'amour de la France. Nous les avons vus, vous les avez vus, et nous les avons vus ensemble, cher François, lorsque les forces de sécurité sont entrées dans l'épicerie hyper-cachère pour faire sortir des otages encore vivants et qui les ont fait sortir tous au péril de leur vie. Je n'oublierai jamais le courage de ces policiers et de ces gendarmes. Le courage, je l'ai vu aussi
dans cette personnalité si symbolique d'Ahmed Merabé, tué de sang-froid par des islamistes au sortir de Charlie Hebdo alors qu'il portait l'uniforme de la police nationale. Il était musulman, il était français, il était policier. Pour toutes ces raisons, il était fier d'être ce qu'il était. Qu'un hommage soit ici rendu, vibrant, j'y tiens, à la police républicaine, comme à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le choix, à l'école, à l'hôpital, dans la justice, dans une collectivité locale ou au sein de l'État, du service public, c'est-à-dire du service des Français. Et puisque nous parlons de la France, de ce qu'elle est, qu'il soit rendu hommage aussi à celui qu'on appelle le garçon au sac à dos qui parle truchement de son seul courage, est allé à Annecy protéger des vies alors qu'un drame se déroulait. De cette idée qu'est la France, nous aimons tous ici profondément l'histoire, que nous aurions tort de ne pas retenir dans la totalité des événements qui l'ont jalonnée et qui sont parfois tragiques. Cette histoire inscrite dans nos livres, cette histoire, elle a bien des souvenirs, cette histoire, elle a plus de 1000 ans. Bien sûr, la République en est l'accomplissement, puisque sa promesse fait une place à chacun et à tous. Le défi et le devoir de tout républicain sincère est de transformer des droits inscrits en vie vécue, une potentialité en une réalité, une déclaration et une constitution en action et en réalisation. L'accès à la connaissance, à un emploi qui permette de vivre dignement et de donner du sens à sa vie, à un logement de qualité, à un environnement sain où l'air n'est pas pollué, mais aussi à la possibilité de vivre le plus longtemps possible, en bonne santé, de mourir dans la dignité, d'aller et venir en sécurité, de pouvoir créer et entreprendre, de profiter de sa retraite et du temps qui suit une vie de travail. La France doit donc redevenir un projet concret et toute notre énergie à nous doit consister à le rendre possible. Mais la France puisse aussi à d'autres sources, celles multiples de l'humanisme qui furent riches de toutes les potentialités de notre histoire. Il y a eu, bien entendu, les Capétiens avant les révolutionnaires, des monarchistes avant les républicains, des provinces avant l'État. Et pourtant, la République a toujours été une et indivisible. Pour le comprendre, d'ailleurs, il faut se rappeler ce que fut l'esprit de la grande résistance, cette communauté des cœurs multiples et cependant unis, au nom d'une certainité de la France, celle évoquée par le général de Gaulle à l'entame des mémoires de guerre. Pour son indépendance et pour sa grandeur, les résistants transcendèrent différences, divergences, appartenance. Et nous, au moment où nous sommes confrontés aux difficultés que l'on sait, il faudrait que nous restions recroquevillés sur nous-mêmes dans des affaires d'appareils dérisoires compte tenu des difficultés qui se présentent au monde. Par-delà les clivages, ces résistants portaient un message simple. Ensemble, nous sommes la France. De cette pluralité, de cette unité, ne l'oublions jamais, naquirent de grandes choses. Le Conseil national de la résistance, le bon, celui de 1943, et son programme, rien de moins que le rétablissement de la démocratie, l'instauration de la sécurité sociale et de la retraite, ou encore la naissance d'Électricité de France, à l'heure où tant de défis se présentent à nous. Sommes-nous encore capables aujourd'hui, nous Français, vous, je sais que oui, d'un tel rassemblement pour le pays, pour sa jeunesse et pour son avenir? Sommes-nous encore capables, en posant le regard sur ce qui chaque jour nous environne, de nous dire « Vive la France ». Eh bien, si nous fondons ensemble la Convention, si nous en sommes les premiers adhérents, si nous sommes dépositaires du serment de Créteil, c'est que nous pensons que cela est souhaitable, c'est parce que nous pensons que cela est possible, c'est parce que nous sommes convaincus que cela est à notre portée. C'est pourquoi nous revendiquons la continuité historique de la France, car comme les grands résistants nous l'ont enseigné, et comme le général de Gaulle aimait à le dire, nous pensons qu'est français celui, tout simplement, qui veut que la France continue. Mais Européens, nous le sommes aussi, profondément, nous venons d'en faire la démonstration, comme nous sommes fiers d'être citoyens
de l'un des pays fondateurs de l'Union. Union sans équivalent dans l'histoire. L'Europe a apporté, on le mesure encore plus, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la plus longue période de paix à notre continent depuis la Pax Romana. Il faut toujours distinguer le patriotisme du nationalisme, dont il a été rappelé tout à l'heure que François Mitterrand avait raison de dire qu'il était le prolégomène de la guerre. Membre de l'Union européenne et au cœur de la communauté internationale, la France a une voix singulière sur son territoire et par ses choix. La foi n'y fait jamais la loi. Depuis 1881, il n'existe pas dans notre pays de délit de blasphème, car on peut croire ou ne pas croire, et on évoquait tout à l'heure la laïcité. La laïcité est un principe qui veut que l'État se tienne à distance de toutes les religions et n'en reconnaisse aucune, non pas parce qu'il a décidé de déclarer la guerre à chacune d'elles, ce n'est pas le sujet, mais précisément parce qu'il a voulu faire de la liberté de conscience, de la possibilité pour chacun de choisir son chemin par son libre arbitre, un devoir de l'État. Si l'État ne reconnaît aucune religion, c'est pour permettre à chacun librement de choisir la sienne. Et ce principe, cher François Hollande, nous l'avons eu au cœur pendant la période 2015-2016, lorsque, à Montrouge, une maman d'élève dans une école juive m'accueille en me disant, alors qu'elle est en larmes, « Monsieur le ministre, je suis obligée de rester ici toute la journée, contrairement à vous, parce que vous avez l'assurance que lorsque vos enfants partent à l'école le matin, vous le reverrez le soir, mais dans ce pays, pour moi, ce n'est plus le cas. Donc je reste dans cette école pour être certaine que si mon fils ou ma fille venait à être attaqué, je partirai avec eux ce jour-là. » Nous avons décidé de protéger toutes les écoles confessionnelles de France et par-delà toutes les écoles confessionnelles de France, toutes les écoles de France, tous les lieux de culte, parce que nous sommes un pays dans lequel, et l'article 31 de la loi de 1905 nous le dit, on ne peut faire subir aucune contrainte, priver aucun citoyen de la liberté d'être éduqué, de la liberté de croire, de ses choix philosophiques, que la France est le pays de cette liberté. L'égalité des droits entre les femmes et les hommes est aussi depuis toujours notre combat. Et bien des conquêtes restent encore à engranger, là où l'an dernier, 147 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Oui, être humaniste, être socialiste, être radical, être de gauche, c'est être féministe, mais sans nous laisser entraîner dans je ne sais quelle guerre d'un genre contre un autre. En France, la protection sociale est aussi un bien commun, c'est cela la France. À l'hôpital, on vous demande une carte vitale, on ne vous demande jamais une carte bleue, c'est tout cela, la France, un projet historique, politique à nul autre pareil. C'est ici, en Europe, que le monde a pris les grands virages de son destin. La Déclaration des droits de l'homme de 1946, le premier accord universel, juridiquement contraignant sur le climat en 2015. Mais nous sommes ici rassemblés, parce que nous sommes aussi lucides sur l'état de notre pays. Prolonger l'histoire, c'est ouvrir un chemin d'espérance. Voilà pourquoi nous n'appartenons pas au monde des fatalistes, à la Kémaria des déclinistes, car la France a des atouts qui peuvent lui donner dans le siècle l'avantage. Il y a d'abord la culture, elle a été évoquée longuement. Elle contribue à 2% de notre PIB et emploie près de 2,5% des actifs qui relèvent du secteur culturel. C'est plus que l'industrie agroalimentaire et l'automobile. Il y a aussi notre jeunesse. Un Français sur 3 a moins de 29 ans. Près de la moitié des jeunes sont le plus souvent diplômés de l'enseignement supérieur. C'est là un progrès très significatif par rapport aux générations précédentes. Mais il y a quelque chose qui distingue la jeunesse de toutes les générations qui ont précédé la jeunesse. Nous nous battions, la génération qui est la mienne, pour que le monde fût meilleur. Lorsque François Mitterrand a été élu en 1980, notre slogan était « Changer la vie ». Nous voulions les loisirs pour tous, nous voulions abolir la peine de mort, et nous avions raison de le vouloir. Nous voulions que le progrès social fût au rendez-vous de l'avènement de la gauche, mais vous ne vous battez plus désormais pour que la vie soit meilleure. Vous vous battez pour que la vie soit possible sur la planète, parce que vous êtes confrontés à un sujet auquel nous n'étions pas confrontés nous-mêmes, qui est celui de la finitude du monde, des biens communs qu'on a épuisés, des ressources du sol qu'on a éreintées, de continents entiers qu'on a déforestés.
Alors il arrive parfois qu'on reproche à la jeunesse de se laisser aller à la radicalité, mais moi je ne reproche pas à la jeunesse de se laisser aller à la radicalité. On peut comprendre que lorsque l'horizon s'est à ce point assombri et que de tels défis se présentent aux jeunes générations de notre peuple, il peut y avoir une indignation faite de reproches à l'égard des générations passées et une volonté, en prenant les questions à la racine, de changer totalement le cours du monde. Non, ce n'est pas la radicalité qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est notre incapacité collective, notamment à gauche, à donner à la radicalité un débouché politique qui soit fait d'espérance, de solutions, de projets. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la radicalité, non. Ce qui m'inquiète, c'est par défaut d'imagination, de créativité, de volonté politique, qu'on transforme la radicalité en extrémisme. C'est-à-dire qu'on ajoute aux difficultés du monde des troubles et tensions politiques dont le monde n'a pas besoin s'il veut surmonter les difficultés qui vous préoccupent. Pour beaucoup de Français qui aspirent à la rupture avec le productivisme, l'entreprise demeure encore une valeur prisée. Partout en France, on crée, on innove. Cette année, c'est près de 1 million d'entreprises qui ont été créées dans les domaines de l'information, de la communication, des services aux particuliers. Il faut des entreprises qui créent, qui produisent, qui créent les conditions de la croissance, car si nous n'avons pas de croissance durable et sûre, qu'aurons-nous à répartir pour la justice sociale? Je trouve qu'il y a là un angle mort terrible de la gauche, sur lequel elle donne assez peu d'explications. Comment vouloir la justice sociale aussi ardemment que nous la voulons et laisser une partie de la gauche préconiser la décroissance? Nous ne voulons pas la décroissance. Nous voulons la croissance sobre, nous voulons la croissance juste, nous voulons la croissance durable. Nous voulons que par l'innovation, le transfert de technologie, il soit possible de donner un débouché à notre économie qui permette encore d'engranger des progrès sociaux. Et puis, il y a bien entendu, dans ce monde où tout est compliqué, la question de l'énergie. La croissance de la population mondiale, la nécessité aussi de procéder à la décarbonation de tous les modes de production énergétique, la volonté légitime qui doit être celle d'un gouvernement de gauche, et Dieu sait que nous avons agi pendant votre quinquennat avec la Banque publique d'investissement, les grandes filières industrielles. Nous devons vouloir la réindustrialisation de la France, mais nous ne pourrons pas vouloir la réindustrialisation de la France et la transcrire dans les faits si nous n'avons pas accès à une énergie qui soit décarbonée, qui permette d'éviter que la production n'engendre de nouveaux dérèglements climatiques et ne perturbe davantage la vie de la planète. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre les décisions qui n'ont pas été prises sur la filière nucléaire. Et on ne peut pas vouloir la décroissance, la sortie du nucléaire et l'égalité sociale et la justice sociale. Ça n'est pas possible. Et il faut le dire ici, à l'occasion du lancement de la Convention. Et si nous voulons valoriser tous nos atouts maritimes, la possibilité de développer encore notre agriculture, qui a fait la démonstration pendant la crise Covid qu'elle était la garantie de notre indépendance et de notre souveraineté, là où nous manquions de blouses, de surblouses, de max et d'amoxicilline, alors nous devons créer les conditions aussi de la modernisation de tous les secteurs de la production et le faire en ayant conscience que c'est la seule chance pour beaucoup de Français d'éviter le déclassement. Oui, le déclassement. Il peut d'abord être professionnel. La mobilité des carrières se fait par le haut, elle se fait aussi par le bas. Trop de jeunes diplômés sont contraints aujourd'hui d'accepter des emplois qui sont très en deçà des qualifications qu'ils ont acquises à l'université. Il y a 30 ans, le titulaire d'un master devenait cadre dans une entreprise ou réussissait des concours administratifs. C'est plus difficile aujourd'hui. Il y a aussi les statistiques qui ne mesurent pas toujours très bien le sentiment de perte de valeur qui peut exister dans les métiers de la première ou de la deuxième ligne. Ces métiers si difficiles, dans lesquels on a le sentiment, alors qu'on donne le meilleur de soi-même, pendant la crise Covid, les personnels de santé, pendant les attentats, dans les hôpitaux, nous les avons vus, les enseignants, si durement mis à l'épreuve, notamment dans les quartiers sensibles, et qui ont l'impression aujourd'hui d'être eux aussi un peu relégués. Le chômage qui ronge, et si l'on ajoute au temps partiel subi le nombre des chômeurs
privés d'emploi, on est à près de 5 millions de personnes en précarité. 1,5 million de jeunes ne sont ni en études, ni en emploi, ni en stage. Les réinscrire dans le travail, c'est-à-dire leur permettre de disposer d'un emploi qui leur permette de vivre tout simplement, c'est les protéger de la pente funeste du déclassement. Dans notre société, l'absence de travail est source encore de précarité et d'exclusion. En France, en 2023, la pauvreté touche près de 40% des personnes au chômage, mais aussi une famille monoparentale sur 3, c'est-à-dire essentiellement des femmes. Mais une fois encore, le fait d'avoir un travail et donc un revenu ne protège plus aujourd'hui de la précarité. Nous avons dans notre pays, et c'est là qu'est l'origine principale du sentiment de l'injustice qui gagne, 1,2 million de travailleurs qui perçoivent des revenus inférieurs à 940 €, alors qu'ils travaillent quotidiennement, durement, qu'ils empruntent des transports en commun, qui sont une épreuve après celle du travail, qui sont mal logés parfois dans de véritables passoires thermiques. Est-ce qu'il est normal qu'1,2 million de nos compatriotes touchent à peine 940 € par mois, alors qu'ils travaillent dans les conditions que je viens d'indiquer? Et si la réforme des retraites a donné à ce point le sentiment de l'injustice, c'est précisément parce qu'elle a donné à tous ceux qui éprouvent le sentiment de la précarité, soit parce qu'ils la vivent, soit parce qu'ils sentent qu'elle pourrait se présenter à eux. Elle a donné le sentiment à toutes ces femmes, à tous ces hommes, qu'ils pourraient, après avoir travaillé toute leur vie durement, en ayant commencé tôt dans les métiers les plus pénibles, de ne pas avoir la possibilité de prendre à temps leur retraite. J'en sais quelque chose, puisque j'ai été pendant 20 ans, je vous le disais, maire de Cherbourg. Combien de fois ai-je vu des Cherbourgeois dont je connaissais l'histoire, le labeur, le travail dans l'industrie, partir en quelques mois de l'amiante après avoir travaillé des années durant très dures dans les arsenaux ou dans les entreprises de construction navale? Fallait-il pour ces travailleurs, comme ceux qui sont leurs frères aujourd'hui, confrontés aux mêmes difficultés dans les entreprises, leur interdire de partir au moment où la retraite leur permettra de connaître encore un peu de loisir auprès des leurs après une juste vie de labeur? Et puis, le sentiment de déclassement, il résulte aussi de la fragmentation territoriale entre les bourgs ruraux, les villes moyennes, dont l'urbanisme a peu à peu déstructuré le tissu des commerces en centre-ville, les transports qui sont devenus trop chers et inaccessibles, les zones pavillonnaires dans lesquelles on vit sans nécessairement avoir la possibilité, par le transport, d'accéder au travail ou aux loisirs, ont un sentiment profond de relégation. Je ne parle pas de ces territoires que l'on considère comme les territoires perdus de la République, les banlieues dans lesquelles vivent près de 6 millions de nos compatriotes, dans les 1200 quartiers de la politique de la ville, auxquels on ne s'adresse qu'en les considérant comme des clientèles électorales à conquérir, en oubliant, sauf quelques moments, lorsque la gauche gouverne, d'aller à leur rencontre, d'accompagner leurs associations, de restructurer l'urbanisme des quartiers, de faire en sorte que l'emploi de nouveau puisse y être présent. Et puis, il y a l'affaissement continu des services publics, les hôpitaux, les écoles, alors que nous dépensons, rapportés au PIB, des sommes significatives pour l'action publique. Nous avons des services publics qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Parce que, tout simplement, par l'effet des alternances, et nous l'avons vu avec la révision générale des politiques publiques, quand on passe tous les services publics au rabot, comme ça a été le cas pour l'éducation nationale, lorsque sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale, lorsque dans la police, on a supprimé 13 000 postes à l'occasion de la révision générale des politiques publiques, il a fallu que la gauche revienne au pouvoir, qu'elle crée 60 000 postes dans l'éducation nationale, près de 9 000 postes dans la police, pour que les services retrouvent les moyens de fonctionner autrement. Alors quand j'entends certains qui passent leur temps à faire des inventaires, il ferait mieux de faire l'inventaire de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui depuis nous sont succédés, et de rappeler ce que je viens de dire concernant ce que fut notre action, tout simplement parce qu'elle correspond à la réalité d'un bilan et d'une volonté politique. L'hôpital abîmé, dont on a vu pendant la crise Covid
à quel point le manque de médecins, le manque de matériel, la constitution de déserts médicaux, la difficulté pour un certain nombre d'hôpitaux d'accéder à des spécialités, l'engorgement des urgences, pouvaient, avec les déserts médicaux, mettre les hôpitaux à l'épreuve. Mais je veux aussi aujourd'hui vous parler de l'école, celle dont la promesse est indissociable de l'espérance. L'école, nous devons la voir comme le creuset d'une ambition de promotion pour tous et d'accès pour chacun à la connaissance, à la culture, aux humanités, au libre arbitre. Le mois dernier, au concours d'enseignants dans le département de Créteil, 737 candidats ont été admissibles pour 1166 postes ouverts. Il y a 40 ans, la rémunération d'un enseignant était de 2,3 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le salaire minimum. Alors si nous voulons que l'école soit le lieu de l'égalité réelle des chances, si nous voulons que les enseignants continuent à entrer dans les métiers de l'école pour transmettre les savoirs avec la volonté de faire en sorte que les enfants les plus en difficulté puissent bénéficier davantage de leur concours, si nous voulons faire en sorte que l'école soit le lieu d'accès à la culture, aux disciplines artistiques, à la connaissance des langues, à la possibilité d'accéder à un métier, et si nous voulons que ceux qui sont issus des familles les plus modestes puissent y avoir droit eux aussi, il faudra, dans la continuité de ce que firent Hippolyte Carnot sous la Deuxième République, Jules Ferry sous la Troisième République, Édouard Herriot plus tard, et encore plus tard Jack Lang, nous puissions faire en sorte de créer les conditions pour la jeunesse et aussi pour le vivre ensemble, que dans l'école, chacun puisse avoir sa chance, et surtout que dans l'école, nul ne puisse songer à remettre en cause les principes et les valeurs de la République, à s'en prendre à l'autorité des professeurs, que les parents soient solidaires du corps enseignant, qu'ils restent à leur place de citoyens fiers d'être comptables des valeurs de la République. Cette école, qui fut celle de l'égalité des chances, cette école à la porte de laquelle on laissait toutes ces croyances héritées des parents, des grands-parents, de la religion, pour faire en sorte que l'on puisse accéder à la connaissance en étant libre. Cette école est celle que nous aimons, cette école est celle que nous voulons faire revivre, cette école est celle que nous avons au cœur parce que nous sommes des républicains conscients de l'héritage qu'ils portent. Enfin, la réalité de la France, c'est son endettement écologique, financier et son déficit de civisme. La dette vitale est d'abord écologique. On peut vivre avec 4% de déficit, mais on imagine mal la soutenabilité des 4 degrés supplémentaires de température qu'on nous annonce. Alors que la planète est en alerte rouge carbone, certains esprits soucieux de la préservation d'intérêts bien établis se rassurent et martèlent que la France représente seulement 1% des émissions de CO2. C'est oublier que l'impact des échanges commerciaux, dont le transport, s'agrège à ces émissions qui sont produites sur le territoire national. Et lorsque nous importons des biens produits dans des pays dont les normes sociales et environnementales sont dégradées par rapport aux nôtres, nous augmentons ce que l'on appelle notre empreinte carbone. En même temps que la France a affaibli sa filière nucléaire d'énergie décarbonée, elle n'a pas toujours su remplir ses objectifs en matière de développement d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de l'hydraulique, de l'éolien, du bois ou de solaire, mais nous disposons des technologies qui nous permettent de nous rehausser au meilleur rang, mais il y a urgence. Comme il y a urgence à accélérer les gisements de sobriété et d'efficacité énergétique que sont les mobilités, mais surtout l'habitat, et je m'inquiète grandement de l'échec cuisant de la politique du logement de ce gouvernement qui fait qu'on ne construit plus les logements dont le pays a besoin, alors même que c'est par la construction de logements neufs que nous parviendrons à répondre à ce défi écologique. L'endettement est également financier. Supérieur de 101% de la richesse nationale, 14 points de PIB de plus qu'avant le Covid, la dette est une fragilité majeure pour notre nation. Les uns promettent qu'elle ne sera jamais remboursée, les autres se font lanceurs d'alerte en multipliant les chèques sans cohérence ni ciblage. Ces deux postures sont pour moi siamoises dans l'irresponsabilité. Désendetter la France, c'est défendre notre souveraineté et garantir la soutenabilité de nos finances. Quand la dette atteint 3 000 milliards d'euros et qu'un point de hausse des taux d'intérêt, c'est 15 milliards d'euros à l'horizon 2027,
la capacité de choisir sa PEVLI et avec elle, la possibilité de faire les investissements qui doivent l'être dans l'éducation, dans le transport, dans le logement, dans l'industrie, dans la R&D, dans la transformation numérique. À cette double dette écologique et financière s'ajoute un déficit de concorde. C'est pourquoi nous avons fondé la Convention. Tout simplement parce que nous avons la conviction que la plus grave menace sur la nation, ce sont ses divisions. De l'actuelle présidence, beaucoup a été dit. Laissons l'exégèse aux commentateurs et aux historiens. Nous sommes ici pour préparer l'avenir. Chacun a bien compris que le nouveau monde qu'on nous avait promis n'est en rien un monde neuf, mais qu'il a même parfois tout de l'antédiluvien. Bien sûr, nous ne sommes pas sectaires. Aucune action n'est jamais sans mérite. Celle qui a cours depuis 2017 n'échappe pas à la règle. Je n'ai jamais pensé, moi, que dans le mot PS, S voulait dire sectaire. Non, ça veut dire socialiste. Alors pourquoi ne dirions-nous pas, ce d'autant plus que nous avons avantage à le dire, que le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les écoles des réseaux d'éducation prioritaire, alors même que nous avions créé 60 000 postes de professeurs dans l'éducation nationale pour permettre que cela fût possible, a été une bonne chose. Mais vous pouvez applaudir puisque c'était bien. Pourquoi ne pas nous réjouir de la continuation de la politique de production engagée par la gauche avec la BPI, le pacte de compétitivité, les filières de la France industrielle? Pour le reste, je dois le dire et l'avouer devant vous, mon jugement est sévère à l'endroit d'un pouvoir qui se fit élire, chère Sylvie, en revendiquant la gauche de Michel Rocard, mais qui a gouverné comme la droite de Guizot. Car tout de même, je vous fais l'inventaire. La suppression de l'impôt sur la fortune, c'est injuste. L'absence de contribution exceptionnelle des plus hauts patrimoines et des grandes entreprises les plus prospères à la résilience de la société après le Covid, c'est encore injuste. Les 370 foyers les plus fortunés de France qui bénéficient d'un taux effectif d'imposition toujours trop bas, encore injuste. Le recul de l'âge légal de départ à la retraite, c'est injuste car cette décision, je vous l'ai dit, va pénaliser les travailleurs et les travailleuses les plus modestes. Depuis 2017, chers amis, chers camarades, l'injustice domine, mais elle ne prévaut pas pour tout le monde. Mais une vérité plus grande s'impose encore, la présidence Macron aura été la présidence des divisions. N'est-ce pas le premier devoir du chef de l'État que de veiller toujours à l'unité du pays ? Et la garantit-on, cette unité, si nécessaire, lorsqu'on présente nos compatriotes comme des Gaulois que l'histoire aurait rendus subitement réfractaires, au point qu'il n'y aurait d'autre politique pour exercer le pouvoir et s'y maintenir toujours que d'opposer l'urbain et le rural, le public, le privé, les jeunes et les aînés, les premiers de cordée et tous les autres, les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. De même, si la démocratie représentative doit être toujours reconnue et défendue, car c'est le suffrage universel qui la fonde, la démocratie doit être aussi sociale et territoriale. Pourquoi, depuis plus de 6 ans, cet oubli volontaire des corps intermédiaires, l'indifférence aux propositions des partenaires sociaux, pas seulement sur les retraites, comme l'indifférence aux propositions des collectivités locales? Soyons justes, quand d'autres ne le sont pas. Le chef de l'État et la majorité actuelle ne sont pas les seuls comptables des tensions qui traversent le pays. À la techno-verticalité qu'ils incarnent s'ajoutent 2 autres fauteurs de tensions. Pour le national-populisme, les confrontations constituent un gisement électoral inépuisable. Ne croyez pas que l'extrême droite cherche des solutions aux divisions du pays, elle cherche au contraire à les accroître. Si tel n'était pas le cas, le Rassemblement national aurait rayé de son vocabulaire le concept de préférence nationale qu'il signifie
pour eux qu'il y a deux catégories de Français, les Français de souche et les Français de papier. Non, il n'y a qu'une catégorie de Français. Et si tel n'était pas le cas, alors nous n'aurions pas vu cette droite de M. Bardella et de M. Zemmour, à coups de tweets, à coups d'outrance, à coups de messages conduisant à l'opposition de tous contre tous, engendrer des réactions qui ont conduit la nuit, alors que le maire était à son domicile avec son épouse, à incendier ses véhicules et incendier sa maison, c'est-à-dire à semer la violence, tout simplement parce qu'on voulait déplacer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Moi, je me rappelle que lorsqu'il a fallu régler la question de Calais, nous avons, en sollicitant 570 maires, ouvert 570 centres d'accueil et d'orientation pour accueillir tous ceux qui, à Calais, relevaient de l'asile. Nous l'avons fait sans l'intervention d'une force de l'ordre, parce que nous n'acceptions plus, et comme ministre de l'Intérieur en charge de ces questions, avec la confiance du président de la République, je n'acceptais plus que des femmes, des enfants, des familles qui avaient été chassées et persécutées puissent continuer à vivre dans la boue de cette langue de Calais. Nous l'avons fait avec le concours de ces maires républicains qui ont ouvert leur cœur, qui ont ouvert leurs bâtiments, qui ont accepté de donner à ces femmes et à ces hommes qui relevaient de l'asile le soutien dont ils avaient besoin. Mais dans le même temps, nous avons été intraitables à l'égard des filières de l'immigration clandestine qui prélevaient plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des migrants en les envoyant vers la mort. Nous les avons démantelés. Nous avons été sur l'immigration irrégulière en situation constamment de légiférer, de prendre des positions pour que notre politique fût équilibrée. Mais je me souviendrai toujours que lorsque des centaines de bus sont allés à Calais pour amener les migrants vers ces centres dont je viens de vous parler, les maires qui les accueillaient, la population qui les accueillait avec eux, les accueillait avec cette générosité, cette chaleur si française dont je parlais tout à l'heure. Et il n'y avait que l'extrême droite pour dire que nous allions créer partout des mini-Calais, et l'extrême gauche pour expliquer que nous organisions à partir de Calais la déportation des migrants alors que nous les mettions à l'abri. J'ai vu à ce moment-là ce que les populismes pouvaient produire. Et puis il y a ce que j'appellerais le radical populisme, qui n'a rien à voir avec le parti de Guillaume Lacroix. Il déploie une stratégie revendiquée de la conflictualité à l'encontre des institutions, de la démocratie représentative et de l'État, précisément parce qu'en agissant ainsi, il contribue à fabriquer du vote Rassemblement national dans des proportions inédites, contribuant à la tension de l'extrême droite, espère et à la diabolisation, des diabolisations qu'elle cherche à réussir. Nous devons nous opposer à cette pente funeste. Empêcher l'examen à l'Assemblée nationale de l'article portant l'âge de la retraite à 64 ans quand l'intersyndicale le réclame rend moins audible la critique pourtant légitime de ceux qui ont eu recours à l'article 49.3 de la Constitution pour nier la contestation populaire. Mettre son pied sur un ballon de football où est accolé le visage d'un ministre n'est pas digne d'un parlementaire, pas plus que chanter la décapitation de Louis XVI pour signifier au président Macron qu'on peut recommencer n'est digne d'un conseiller régional. Tout responsable public, parce que ses propos sont publics, doit être responsable. Oui, les mots sont des actes. Non, l'injure, l'insulte ne sont pas des options, ni pour les Français qui, dans leur grande majorité, les rejettent, ni pour les électeurs de gauche, dont l'espérance est empêchée par l'outrance. Alors je vais conclure en vous disant qu'ensemble, nous fondons la Convention pour réduire les tensions et réunir la nation. Parce que le peuple, mes chers amis, n'est ni la foule, ni la meute. Nous avons de la politique une conception élevée qui n'en se fait pas une foire d'empoigne au détriment du respect qui devrait naturellement prévaloir dans le débat démocratique. Parce que la violence est le langage de ceux qui ont renoncé au langage et que la violence des mots entraîne celle des actes. Nous disons que la République est le contraire de la violence, qu'elle est son espace repoussé par le droit, l'éducation, l'amour de la vérité, de l'argumentation, du respect et des convictions d'autrui et de la personne humaine. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui autour de la
convention, c'est que nous voulons redonner aux Français un espoir et à la gauche la victoire. Si nous sommes rassemblés à Créteil et si nous engageons ce travail de fond pour refonder un projet et une espérance, c'est parce que nous ne voulons à aucun prix du grand basculement de notre pays vers l'extrême droite qui constitue notre principal adversaire, celui contre lequel nous devons affirmer ce à quoi nous croyons en demeurant fidèles à notre grande histoire, celle de nos rêves, celle de nos conquêtes lorsque nous avons le courage d'agir en gouvernant. Nous sommes ici pour faire de la politique, c'est-à-dire convaincre nos concitoyens qu'il n'y a pas de fatalité et exercer les responsabilités du pays. Y réussirons-nous? Je le crois. Et je vous redis que j'ai pour cela la volonté et l'opiniâtreté nécessaires. La nation aspire à un autre chemin que les impasses qui, depuis 2017, lui ont imposé des choix par défaut. Face à la nouvelle droite qui gouverne le présent, il faut une gauche audacieuse pour construire le futur, sans décibels, mais avec des solutions, sans flatter des clientèles ni opposer des catégories, mais en dessinant la France telle que nous l'aimons. Oui, une gauche audacieuse qui a au cœur l'amour de son pays et qui veut changer le réel, voilà ce qu'est la Convention. Une gauche française et républicaine, car la France et la République sont notre cause. Une gauche écologique, car il n'y a pas de planète de substitution. Une gauche sociale, car aucun progrès n'est possible dans le règne maintenu des inégalités et des discriminations. Une gauche responsable ou irresponsable, certains disent notariale, qui promet qu'elle saura accomplir. Une gauche européenne, car dans le monde incertain, l'Europe doit défendre ses valeurs comme ses intérêts. C'est la raison, je le confirme, pour laquelle il faut pour la France en 2024 une liste de gauche résolument européenne, européenne sans ambiguïté, une gauche qui ne confonde pas les dictateurs avec les représentants du monde libre, qui puisse porter une conviction, des valeurs, une ambition pour la justice sociale, la transition écologique et la paix. Et si nous sommes rassemblés à Créteil, c'est pour rendre cette liste possible et dire clairement que rien ne pourra l'empêcher. Enfin, la Convention, c'est une conviction, une organisation des propositions. La conviction dont tout procède est que des défis immenses exige l'unité de la France et la fin de la verticalité stérile par un profond renouveau démocratique, mettre fin aux divisions du présent, affronter les défis du siècle nous invite à retrouver le sens du mot collectif. Oui, le mot collectif qui indique aussi un chemin. Sortir de notre dépendance au carbone quand la planète est sur une trajectoire d'augmentation du réchauffement de 3 degrés, 2 fois l'objectif de la COP21, c'est un défi collectif. Lutter résolument contre l'immigration illégale et mieux accueillir les personnes qui ont le droit au séjour en France, c'est un défi collectif. Adapter notre société au vieillissement, à la longévité en 2040, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, avec le souci de l'autonomie, du soin, de l'hébergement digne, du financement du reste à charge pour les personnes et les familles. Oui, c'est un défi collectif. Fixer la limite entre l'humain et le monde artificiel, l'intelligence artificielle et ses robots, le vivant artificiel avec les biotechnologies, la nature artificialisée avec toujours moins d'espace naturel et de biodiversité, c'est encore un défi collectif. Affronter le réveil des empires, les guerres, la dissémination des armes nucléaires, les pandémies, le terrorisme, le cybercrime, c'est encore un défi collectif. Aucune nation, même avec l'armée la plus puissante, même avec la technologie la plus avancée, même avec la richesse la plus grande, ne pourra affronter ces défis seule. Et la France n'y parviendra pas si, au lieu de miser sur la force du collectif et l'engagement de chaque citoyen, les politiques publiques sont conçues pour des catégories, des segments, des communautés, dans l'unilatéralisme de la volonté d'un seul homme. Notre mot d'ordre est l'unité, unité des Français, unité des Européens, unité des peuples du monde. La Convention est une organisation, un alliage d'espérance, pas une alliance de circonstances. Un ami très cher, Jean-Paul Baquet, qui est ici présent, et il sait à quel point sa présence
me fait chaud au cœur, m'a un jour dit, je ne sais pas s'il s'en souvient, on n'a jamais vu une idée traverser une pièce toute seule sur ses jambes. Il faut donc continuer à nous organiser, non par goût des organigrammes saturés et des positions à occuper, pas davantage parce qu'il faudrait, dans la sissiparité qui traverse notre vie publique en parti, mouvement, fabrique, conclave, ajouter une chapelle. Je vous rassure à tous, je n'ai pas la vocation groupusculaire. La Convention, c'est d'abord un espace où l'on dit « nous » plutôt que « je », où son initiateur ne se prend ni pour César ni pour la République à lui tout seul. La Convention est un espace de dialogue avec les citoyens qui, chérissant la République laïque et sociale, veulent partager des questions, des réflexions, construire un avenir ensemble avec toutes celles et tous ceux qui le voudront, dans les ONG, dans les organisations syndicales, dans les partis. Enfin, la Convention est un espace de proximité. Nous avons dépassé désormais en quelques 2 mois et demi nos 7000 adhérents et nous avons nos 85 communautés, comités organisés partout sur le territoire national. Et nous serons le 23 septembre prochain en Bretagne, parce que ces conventions, nous allons les multiplier partout sur le territoire national. Pour faire des propositions. Je voudrais terminer en vous disant qu'on ne fait rien de grand si on ne pense pas que la France est plus grande que chacune et chacun d'entre nous. Car la seule aspiration qui doit nous guider en toutes circonstances et en toutes choses est de bien la servir dans la plus grande abnégation, sans mise en scène, sans théâtralisation qui donne le sentiment qu'on se regarde gouverner en cédant à tous les travers du narcissisme. On ne crée pas le Conseil national de la rénovation pour mettre en pièces l'héritage du Conseil national de la résistance. On ne se résout jamais, si on est membre de la Convention, à abandonner ses convictions sur l'autel de la séduction, car il n'est pas de plus belle arme en politique, je le redis, que la sincérité. Et la sincérité n'est pas compatible avec l'art de la séduction, car elle est une discipline de la conviction. Voilà le cadre pour bâtir le projet qui doit nous permettre de faire vivre cette idée de la France que nous avons au fond du cœur. Et il y a dans ce rassemblement suffisamment de cœurs ardents pour poursuivre et amplifier le mouvement. Alors les amis, levons-nous, rassemblons-nous pour constituer une force nouvelle qui fasse naître un nouvel espace d'espérance. Levons-nous pour que ceux dont la confiance a été ruinée y croient de nouveau, s'engagent et votent. Levons-nous pour que ceux qui souffrent puissent de nouveau espérer le progrès pour eux-mêmes et leurs enfants. Levez-vous pour les conquêtes sociales à venir, pour la production juste et durable, pour la vie sur la planète qui demeure notre grand défi. Levez-vous pour la paix, levez-vous pour l'Europe, levez-vous pour le multilatéralisme, pour la consécration du droit face à la force. Levez-vous pour l'universalisme français, pour le refus du racisme, pour le refus de la haine, de la violence qui monte. Levez-vous pour la France et pour la République que nous chérissons du fond du cœur, l'une et l'autre. Levez-vous et rassemblons nos forces pour les victoires auxquelles nous devons contribuer et qui ne dépendent désormais que de nous, que de vous. Levez-vous pour l'espérance, pour que vive la République et vive la France.